Alors, c'est parti pour le dossier 2 de cette conférence numéro 1 de pneumologie. Donc, le dossier 1 traité d'asthme aigu grave. On va voir ce que le dossier 2 nous réserve. On va parler d'une jeune femme de 21 ans qui vient en consultation, a priori, pour une toux qui évolue depuis 3 mois maintenant, ce qui fait 12 semaines. Donc, une toux chronique. C'est une étudiante en droit, méfions-nous, sur Paris. Elle y est maintenant depuis 6 mois. C'est pas une gêne permanente, mais elle est réelle et ça l'inquiète beaucoup. Elle a été gênée, elle décrit de la toux, des sifflements, sortant d'un restaurant il y a une dizaine de jours, puis dans un bar quelques jours précédemment, et maintenant elle se réveille la nuit, toutes les nuits, à cause de la toux. Vous notez effectivement une petite toux lorsqu'elle vous parle de ses symptômes, et elle vous précise qu'elle ne fume pas et qu'elle est saine. Quelle est la principale hypothèse diagnostique ? Bon. On parle d'asthme. Hein. Il y a, pour évoquer le diagnostic d'asthme, un argument de fréquence, hein, déjà qui est très important, c'est-à-dire que à peu près un tiers des toux chroniques à radio normale, hein, soyons honnêtes, à radio normale, sont des asthmes. Un quart des asthmes ne sont symptomatiques que par une toux. Donc il y a un argument de fréquence. Et puis, clairement, hein, il y a un terrain qui nous va bien. C'est une femme, ça on s'en fout, mais c'est quelqu'un de jeune. Hein. Donc ça, c'est pas 50 ans. Il n'y a pas de tabagisme. Donc ça va contre la BPCO. Et puis, il y a des symptômes paroxystiques. Et si vous deviez en choisir un, lequel vous mettriez en autre truc très évocateur d'asthme, moi je vous le dis, je vous le donne en mille et mille, c'est le caractère nocturne. Ça, c'est très très évocateur d'asthme et je ne déborde pas sur le petit carré de couleur. Donc, on a le sentiment que cette patiente a une suspicion d'asthme. Quels éléments d'interrogatoire recherchez-vous pour approfondir cette hypothèse? Et donc, vous voyez bien qu'en gros, on peut vous donner un texte avec du blabla plus en pouvoir, et vous allez chercher ces éléments d'interrogatoire. C'est une première façon de poser la question. La deuxième, c'est un petit peu plus scolaire, ou peut-être à la rigueur un autre temps de la consultation. C'est vous qui exposez votre plan de recherche, mais globalement, c'est le même item. C'est le même item qui est évoqué ici, c'est-à-dire comment va-t-on faire cliniquement à l'interrogatoire le diagnostic d'asthme. Et donc la réponse, c'est celle-ci. Donc il y a essentiellement deux éléments. C'est un petit peu ce que j'ai abordé tout à l'heure. Il y a la caractéristique des crises, donc c'est souvent des crises brèves. Hein. Bref, ça veut dire 30, 60 minutes. C'est pas des trucs qui durent 2-3 jours, avec des sifflements, souvent perçus par l'entourage. Une toux avec des expectorations propres, mais souvent c'est une toux sèche. Ça, c'est un élément majeur. C'est l'efficacité des bêta-2+. Hein. Donc, c'est l'élément que vous devez rechercher. Je vous rappelle, et je vous l'ai dit, que le caractère nocturne est quelque chose à rechercher. Là, le questionnaire vient en complément de ce qui a déjà été décrit. Et puis, il faut toujours rechercher un facteur déclenchant, atopique ou irritatif. Et l'autre truc qui manque ici chez cette patiente, puisqu'on a dit qu'elle avait l'âge qui allait bien, c'est le terrain atopique. On ne peut pas parler d'asthme sans parler d'allergie. Et cette atopie, il va falloir la documenter à l'interrogatoire, sur le plan personnel ou familial, en précisant les manifestations qu'elle a eues, qu'elle aura, ça ne peut pas vous dire, mais du moins qu'elle a eu et qu'elle a actuellement chez elle et dans sa famille. Hein. C'est rare d'avoir un patient asthmatique sans qu'il y ait un cousin, une tante, même un parent asthmatique. Quels sont les points fondamentaux de l'examen clinique? Alors, l'asthme, hein, le message dans cette question, il est de vous dire que la clinique, elle est pauvre. Et que ce qu'on attend de vous, c'est des choses simples, mais déjà de dire que vous n'êtes pas étonné, voire au contraire, vous trouvez que c'est un élément positif de savoir que la patiente a un examen clinique normal, ça va bien avec le caractère paroxystique de la maladie. Hein. Quand vous connaissez la définition de l'asthme, vous connaissez ça. Fondamental, ce qui prendra plus de points, clairement, c'est de dire que vous faites un pic flow au patient. D'accord. Là encore, il a le droit d'être normal, mais s'il est abaissé, c'est un élément pour penser qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif. Effectivement, on peut retrouver des freins et un freinage et du sibilant. Il faut noter la fréquence respiratoire, la saturation. Et puis, on voit bien hein, que ça, il y a peu d'éléments très spécifiques, mais qu'on est déjà, quand on examine un patient asthmatique, dans la recherche
de ce que j'appelle moi les symptômes du carrefour, c'est-à-dire tout ce qui va venir couler dans la trachée, parce qu'on a des dents catastrophiques, ou parce qu'on a une sinusite, ou alors parce qu'on a un reflux. C'est ce que j'appelle le carrefour. Il n'y a pas que moi d'ailleurs qui appelle ça le carrefour. Et donc déjà, quand on examine un patient qu'on suspecte d'asthme, il faut ouvrir la bouche, regarder l'état bucco-dentaire. Il faut palper les sinus frontaux, les sinus maxillaires. L'état bucco-dentaire, c'est une répétition. Et puis, autre chose, faut pas hésiter à regarder les mains, les doigts, le cou, voir s'il y a des urticaires, des symptômes de rhinoconjonctivite, enfin de rechercher des signes d'allergie extra-respiratoire. Alors, votre hypothèse semble se confirmer. Quels examens vous semblent utiles pour l'affirmer? J'ai très longtemps dit que l'asthme était un diagnostic clinique et que les examens venaient en complément. Alors, ça reste toujours vrai intellectuellement, mais la façon dont c'est agencé aujourd'hui, notamment par le Collège des enseignants de pneumologie, donc la réponse est très importante, c'est que l'asthme, pour en faire le diagnostic, c'est tout le cortège de symptômes dont on vient parler, avec des EFR et un test de réversibilité. Voilà l'examen qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas d'asthme. Il n'y a pas d'asthme sans TVO réversible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'asthme s'il n'y a pas de TVO réversible. Donc, il faut prouver qu'il y a un trouble ventilatoire obstructif réversible. Donc, il faut faire des EFR avec un test de réversibilité, c'est-à-dire une première spirométrie où on va mesurer les volumes et les débits mobilisables. D'accord? Puis une deuxième spirométrie après une nébulisation de bêta-2+, un test pharmacologique. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les variations du VEMS qui augmentent de 12%, c'était là, et non pas ou, de 200 ml. Donc, cette diapositive est très importante. Donc, je vous l'ai remise au propre parce que c'est vraiment très, très important. Donc, il n'y a pas de diagnostic d'asthme sans avoir réalisé des EFR avec un test de réversibilité, parce qu'il faut montrer que le trouble ventilatoire obstructif est réversible et qu'il faut absolument connaître sa définition. Je pense qu'il y a beaucoup de points là-dessus, tellement le Collège des enseignants de pneumologie insiste tout au long de sa question sur asthme, sur l'importance des EFR dans le diagnostic, l'importance de savoir ce qu'est un TVO réversible. Vous ne pouvez pas comprendre ce point, pas voir ça, c'est pas possible. Bon, un bilan complémentaire est-il utile? Bah oui, mais là le message est, le bilan doit rester simple, il faut une radio de thorax, et il faut qu'elle soit normale. Il n'est pas question d'avoir une pathologie interstitielle, d'avoir du liquide, d'avoir une tumeur qui comprime la trachée, d'avoir un aspect d'OAP. Dans l'asthme, la radio est normale. C'est une maladie bronchique, c'est pas une maladie pleuroparenchymateuse. Il faut éventuellement faire une NUM avec une formule qui peut montrer qu'il y a une hyperéosinophilie. C'est un petit argument qui va appuyer l'hypothèse atopique. Les IgE ont pris un peu plus de valeur ces dernières années, puisque maintenant on a un traitement, on a un anticorps anti-IgE, mais globalement le message c'est 1, c'est un traitement qu'on prescrit très rarement, 2, c'est un traitement à prescription réduite, 3, c'est pas l'objectif de vous faire prescrire ça, mais éventuellement dans les examens qui pourraient être intéressants, c'est ça. Ensuite, faut-il faire un bilan allergologique? Chez l'enfant, disons tout le temps oui. Chez l'adulte, oui quand il y a une pathologie professionnelle. Et oui, s'il y a un allergène ou deux qui sont identifiables, si le patient est polyallergique, on ne pourra pas le désensibiliser à tout, d'autant plus que s'il a eu des crises graves, c'est quand même un risque de le remettre en crise sévère. Et je vous reparle de mon carrefour, c'est le dessin que je vous ai tout à l'heure. Et s'il y a une pathologie du carrefour, on a le droit, évidemment, d'aller explorer les sinus par un scanner, les dents par un panoramique dentaire, d'envoyer le patient chez l'ORL pour un examen pour voir s'il y a une rhinite, une polypose, de parler à un stomatologue, voire de faire une pH-métrie s'il y a des symptômes de reflux. Il y a toujours une grande indication entre les pathologies respiratoires en général et le reflux gastro-œsophagien. L'examen clinique est normal, tiens. Vous décidez d'un traitement ambulatoire, lequel? Le traitement de l'asthme,
je vous rappelle que c'est bien plus qu'un simple traitement pharmacologique. Vous avez ce moyen mémotechnique qui est à peu près le seul qui m'appartient dans le KB, qui vous dit qu'un asthmatique, il faut plus ou moins se poser la question, il faut toujours se poser la question de lui mettre un traitement de fond, mais ce n'est pas un traitement systématique, alors que l'éducation, c'est systématique et c'est des points. Le traitement de la crise, c'est aussi systématique. L'éviction, c'est aussi systématique. Et la surveillance, c'est aussi systématique. Donc c'est pour vous dire que finalement, évidemment qu'il faut qu'on maîtrise les indications du traitement de fond, mais que rien ne se résume au traitement de fond, tout le reste est fondamental, et vous ne pouvez pas négliger une partie au détriment d'une autre. Donc, quel traitement pharmacologique on a proposé ici à ce patient? Eh bien, on lui a proposé un traitement de fond. Donc, le traitement de fond, c'est un traitement qui se prend quotidiennement, matin et soir, même si on n'a pas de symptômes. C'est très important à préciser au patient. Parce que si on ne lui explique pas, il va naturellement l'arrêter. Il n'a pas envie d'être malade, il est jeune. Il faut se rincer la bouche après l'utilisation. Ça, c'est pour ne pas développer un des seuls effets secondaires locaux régionaux de ces traitements, c'est des candidoses linguales. Et puis, on propose, et c'est ça qui est important, un stéroïde inhalé, matin et soir. C'est ça qu'on veut voir. Le corticoïde, temps de bouffer, 2 fois par jour. Les points, ils seront là-dessus, c'est sûr. Il y aura des points pour ça aussi, puisque ça, c'est de l'éducation. C'est le rendu papier dont on parlait tout à l'heure dans le dossier 1 de l'éducation. Le traitement de la crise simple, toujours proposer un traitement de la crise simple. Donc là, c'est un bêta-2 de courte durée d'action comme de la terbutaline. La terbutaline, c'est le bricanil. Et donc, le bricanil, 2 bouffées en 4 gènes, à répéter 3 fois. Il faut que vous mettiez une borne à votre traitement. Il faut que le patient sache s'arrêter. Il faut qu'il y ait une limite. Après, mais qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que tu fais quand ça ne va pas ? Eh bien, tu consultes. Et il faut bien préciser que toute augmentation de la consommation doit conduire à une consultation d'urgence. D'accord ? Donc, c'est un point assez important. Le traitement de fond, le traitement de la crise, bien les séparer dans la réponse. Et éventuellement, vous avez le droit de rajouter, et ça fait aussi partie de l'éducation, un peak flow, un débitmètre de pointe dans votre prescription initiale. D'accord ? Et si vous devez retenir une seule durée, intellectuellement la plus intéressante sur une ordonnance, c'est une durée de 3 mois parce que c'est la durée minimale de réévaluation du contrôle de l'asthme, au-delà de laquelle on commencera à se poser la question de baisser ou d'augmenter le traitement. Alors, je vous ai mis ici différents dispositifs de traitement inhalé. C'est pour insister sur l'importance de l'éducation, et qu'un des points clés d'éducation, c'est savoir prendre le traitement. On ne peut pas prescrire ces molécules-là si on n'a pas montré au patient comment elles s'ouvraient, comment elles s'armaient, dans un sens, puis dans l'autre, comment on vidangeait le poumon pour ensuite inspirer le produit. C'est un point clé. Et donc, la meilleure galénique, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. La meilleure galénique, c'est pas non plus la chambre d'inhalation que vous avez représentée ici. La meilleure galénique, c'est celle qui convient le mieux au patient. C'est celui qui fera le mieux. S'il fait mieux un discus, il faut lui donner un discus. S'il fait mieux un traitement par aérosol doseur, on lui donne un aérosol doseur qu'on appelle un spray. Justifier le choix de vos traitements, et bien là, on est clairement dans est-ce que, je vous disais tout à l'heure, FECES, est-ce qu'il y a une indication au traitement de fond? Donc, le traitement de fond par rapport aux stéroïdes inhalés, il faut savoir les prescrire, il faut savoir dire pourquoi. Et cette question-là, c'est celle-là, les deux objectifs, savoir prescrire un traitement de fond et dire pourquoi. Parce que c'est un asthme persistant modéré. Parce que c'est un asthme persistant modéré. Donc là, on va s'arrêter 30 secondes, on va nettoyer le tableau sans éteindre tout le bignou, ce qui m'arrive régulièrement, et juste faire un tout petit peu de sémantique, parce que vous voyez bien que là, vous avez une patiente au diagnostic initial de maladie asthmatique, et à ce moment-là, quand on lit le collège des enseignants de pneumologie, on a tendance à parler de sévérité de la maladie, et la sévérité de l'exprimer en stade. Et puis vous allez mettre en route votre traitement par stéroïde inhalé, puisqu'ici il y a un asthme persistant modéré. Et comme vous avez mis en route ce traitement par stéroïde inhalé, vous allez la réévaluer dans le cadre de votre surveillance. Et là, vous allez évaluer le contrôle. Mais quand on évalue le contrôle et qu'on évalue la sévérité, on pose les 5 mêmes questions au patient. C'est la même chose. C'est juste de la sémantique. C'est juste de la sémantique. C'est la même chose. Le seul truc intéressant dans le contrôle, qui est la notion la plus moderne, c'est qu'il y a une notion de dynamique. C'est j'étais pas contrôlé, je le deviens, je l'étais, je perds mon contrôle, et en fonction de cette dynamique de contrôle, de façon très logique, j'augmente
ou je baisse mon traitement, je vais vous montrer des diapositives. Mais clairement, tout ça, c'est de la sémantique. Hein. Cette notion de stade, de sévérité, a tendance à disparaître, mais elle est clairement dans le référentiel d'enseignement pour le DCEM, par le Collège des enseignants de pneumologie. Et donc, on a une dia blanche, et puis on a cette dia qui vous donne la définition de ce qu'est un asthme intermittent, persistant léger, persistant modéré, persistant sévère. Notre patiente, je crois qu'elle était à peu près là, parce qu'elle avait des symptômes nocturnes tous les jours. Et donc, il suffit d'avoir un critère pour rentrer dans cette case-là. Et donc là, c'est très simple. Ici, il y a un traitement de fond qui repose sur des stéroïdes inhalés. Et ici, il n'y en a pas. À partir de là, on rajoute des bêta-2 de longue durée d'action. C'est un stylo mixte. Je viens d'inventer un grand concept. C'est assez énorme. D'accord? Donc ce tableau-là, vous l'apprenez par cœur. Vous faites de façon très humble. Le jour du concours, vous le récitez et vous regardez où est votre patient. Hors de question de perdre des points. Vous perdez des points au traitement. Vous perdez des points au stade de sévérité. Et puis, bah voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment ça se traite. Et ben ça se traite simplement. Quand on a un asthme intermittent, on n'a pas de traitement de fond. C'est un nouveau concept, c'est le stylo bicolore, j'adore. Et donc, quand on a un asthme léger, la base, c'est le stéroïde inhalé. C'est le stéroïde inhalé, on est bien d'accord. Et ensuite, quand on rentre, on y rajoute un bêta-2 de longue durée d'action. Si possible, dans une molécule combinée, parce que ça améliore la compliance. Les molécules combinées, c'est le Symbicort, le Sérétide. Et puis, vraiment, pour les 5 à 10% des patients qui restent, il nous reste d'autres traitements. Les antileucotriennes, c'est le Montelukast. Le Montelukast, c'est le singulaire de son nom commercial. Et en gros, c'est réservé aux asthmes difficiles à contrôler. Ça a une place bien particulière quand il y a une rhinite allergique. Ça marche bien quand il y a une rhinite allergique. C'est assez intéressant. C'est pas un traitement de la rhinite, c'est un traitement de l'asthme, mais qui est assez intéressant quand il y a une rhinite allergique. L'immunothérapie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le Xolair, et c'est un anticorps anti-IgE. Voilà, donc, ces deux dias-là, il faut vraiment les connaître par cœur, il faut les apprendre et les réapprendre. Quels sont les facteurs aggravants que vous recherchez? Autre interrogatoire majeur de l'asthme, après le diagnostic. Après, comment fait-on la sévérité? Ce qu'on n'a pas vu, mais qu'on va voir. On a vu indirectement parce qu'on a passé les items rapidement. Quels sont les facteurs aggravants? Et bien là, c'est un interrogatoire qu'il faut maîtriser, une démarche intellectuelle. Quand on a déjà mis en route un traitement de fond, ce qui n'est pas le cas de notre dossier, mais là la réponse est un peu plus scolaire, il y a avant tout l'inobservance. Ensuite, il y a le non-contrôle de l'environnement, qui est quand même quelque chose pour lequel on éduque le patient. Il ne faut pas sniffer le cul de son chat si on est asthmatique et qu'on n'aime pas les chats. Le tabac, les allergènes. Donc je vous ai mis pneumoallergènes, allergènes alimentaires, mais on peut en trouver d'autres. Le contrôle du domicile, est-ce qu'on a retiré les moquettes? Est-ce qu'il y a des parquets? Est-ce qu'il y a des plantes, des animaux? Est-ce qu'il y a eu un changement, je ne sais pas moi, d'humidité, de choses comme ça? Les pathologies du carrefour, j'espère vous avoir convaincu. Les foyers ORL, stomatologiques, le reflux gastro-œsophagien. Les médicaments, très important, les bêta-bloqueurs ne vont pas aider les patients. Chez la femme, la grossesse, ça donne 1/3 d'amélioration, 1/3 de stagnation, 1/3 de dégradation. On ne sait pas pourquoi. Et évidemment, les infections. Et je vous rappelle et je vous conseille de vacciner contre la grippe tous vos patients asthmatiques. C'est une excellente indication. Ça leur évitera d'avoir des soucis. Je viens de comprendre le jeu de couleurs. Sur quels critères jugez-vous de l'efficacité de votre traitement à la prochaine consultation? Vous voyez bien qu'on est dans cette dynamique qui est clairement celle que le CEP voudrait que vous compreniez. Le diagnostic, la sévérité que j'exprime en stade, et puis la surveillance, et donc la notion de contrôle. Et c'est ça qui est demandé là. C'est qu'est-ce qui vous permet de savoir si la maladie, l'efficacité de votre traitement? C'est tout simplement le contrôle, bordel de merde. Le contrôle. La maladie est-elle contrôlée? Les 5 questions. Symptômes diurnes, symptômes nocturnes, consommation de bêta-2, dyspnée à l'effort, variabilité du DEP. Et ça, c'est universel. Que vous preniez les critères SPLF, les critères GINA, tout le monde utilise ça. Et donc, ça, c'est très, très tombable. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous apprenez votre tableau, c'est les 5 critères qui vont vous permettre de classer un asthme en contrôlé, partiellement contrôlé, non contrôlé. Et si on pose les 5 mêmes questions au diagnostic initial,
on va avoir les intermittents, les persistants légers, les persistants modérés et sévères. Il y a une réelle concordance que je vais essayer de vous montrer sur les diapositives d'après. Donc ça, c'est la version contrôle, la version dynamique. Symptômes diurnes, bêta 2, symptômes nocturnes, dyspnée d'effort, fonction, exacerbation, c'est anecdotique, on peut le mettre. Et donc, vous voyez bien que plus de 2, moins de 2 par semaine, aucun, quelques. Et donc là, il faut 2 critères pour être partiellement contrôlé. Et 3 critères. Oula, mauvais choix. 3 critères pour être non contrôlé. C'est le plus important, je pense, en D3, de retenir les 5 ou les 6 items. Celui-là est moins important. Et de retenir 1, 2, 3. Je crois que c'est intellectuellement tout à fait satisfaisant. Alors, voilà, c'est ça que je voulais que vous voyez. Et donc, quel est l'intérêt de cette notion de dynamique? Donc là, je vous l'ai mis au diagnostic, c'est-à-dire au stade initial, au stade de sévérité de la maladie. Mais on peut faire la même chose dans l'évaluation, la surveillance et avec le contrôle. Il y a cette notion de dynamique. Quand vous êtes au début et que vous avez un stade, un asthme intermittent, pas de traitement de fond, c'est ce qu'on appelle le palier 1. Quand vous avez un asthme persistant, léger, ou ce qu'on appellerait un asthme partiellement contrôlé, vous pouvez attaquer un palier 2, c'est-à-dire essentiellement un stéroïde inhalé. Quand vous avez un asthme persistant sévère, modéré ou non contrôlé, ou persistant sévère, il va être temps d'utiliser une association fixe, voire d'autres molécules. Et c'est vraiment l'idée. Et donc si au bout de 3 mois, vous êtes passé d'une situation qui était une situation non contrôlée, et que vous êtes maintenant dans une situation de contrôle de la maladie, et vous allez tout simplement faire ce qu'on appelle le step down et réduire votre thérapeutique. Il faut juste comprendre ça, et réduire, c'est passer de ça à ça, par exemple. On n'arrête pas les stéroïdes, on arrête le bêta 2. Donc si on retient sur l'asthme, petite synthèse, les critères diagnostiques, donc c'est l'interrogatoire, le terrain, les symptômes d'asthme, et nos EFR avec la réversibilité, attention, les facteurs H, je vais essayer de corriger correctement, les facteurs aggravants, très importants, donc je vous avais dit, l'inobservance, le tabac, les pathologies du carrefour et l'environnement, c'est les plans qui sont importants cette année, évaluer au diagnostic la sévérité, et évaluer dans la réévaluation le contrôle. Sévérité et contrôle, c'est la même notion. L'une est statique au diagnostic, l'autre est dynamique dans la surveillance. C'est les 5 ou 6 mêmes questions qui sont tout le temps les mêmes. Et puis après, la notion de step up, step down, en privilégiant toujours la base du traitement de fond, qui est un stéroïde inhalé. Bien évidemment, vous ne négligez pas l'éducation du patient. Fin du dossier 2, item traité, asthme 226.